Avez-vous déjà entendu que 89,5% des fonds US ont sous-performé le S&P 500 sur une période de 15 ans? Et d'après les stats qui nous sont présentés, que le S&P 500 sur les 15 dernières années a fait une performance moyenne de 13,88% par an, alors qu'en comparaison des fonds qui investissent dans de mêmes sociétés, c'est-à-dire des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 milliards de dollars, donc ce sont des large caps, la performance de ces fonds en moyenne a été de 12,35% par an sur les 15 dernières années. Donc la conclusion simpliste qu'on peut avoir, c'est que la gestion passive vous permet d'avoir plus de rendement que la gestion d'actifs, et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'influenceurs de la finance qui vous conseillent plutôt d'investir dans des ETF que de vous apprendre à créer un portefeuille en bourse bien diversifié d'entreprises saines. Sauf que quand on lit l'étude Spiva en détail et qu'on a un minimum de compétences dans l'interprétation des études scientifiques, eh bien on remarque un très grand nombre d'incohérences que je vais vous partager dans cette vidéo et qui, à mon avis, va remettre en cause cette étude scientifique. Donc dans un premier temps, nous allons découvrir les 4 biais qui remettent en cause les résultats de l'étude Spiva. Nous allons voir si c'est vraiment pertinent de comparer un ETF contre un fonds et est-ce au final une bonne idée d'investir en bourse avec des ETF ou non. Donc dans un premier temps, nous allons déterminer qu'est-ce que c'est un biais. Un biais, c'est une erreur qui fausse les résultats d'une étude et qui peut conduire à des conclusions incorrectes. Et il y a 4 formes de biais. Les biais de sélection, de classement, de confusion et d'intérêt. Le biais de sélection, donc, c'est quand on étudie un groupe qui ne représente pas bien la population cible et ce qui peut fausser les résultats. Et dans cette étude Spiva de 2024, eh bien, les fonds qui ont été étudiés et qui permettent d'avoir une performance de 12,35% par an, eh bien, son nombre est de 1067. Et comment ces fonds ont-ils été sélectionnés? Eh bien, à la page 8, sans plus de précision, c'est marqué en fonction de leur style d'investissement. Et là, ça pose 2 limites. La première limite, c'est où est la liste de ces 1067 fonds afin de vérifier leur sélection et de peut-être reproduire ces calculs afin de savoir s'il n'y a pas de falsification. Et le problème, c'est que cette liste est introuvable. Ça, c'est la première limite. Et la deuxième limite, c'est par exemple, nous sommes sur un fonds qui a 51% de fonds qui investit en large cap, donc des capitalisations supérieures à 10 milliards, et 49% en small cap, donc ce sont des capitalisations boursières inférieures à 1 milliard de dollars. Est-ce que dans cette situation, est-il sélectionné comme une large cap parce qu'il y a la majorité de ces investissements en large cap? Eh bien la réponse est sûrement, parce qu'au final on ne sait pas, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de le comparer au S&P 500 qui lui est à 100% qui investit sur des large cap? Eh bien la réponse est non, pas vraiment. Donc au final, c'est ça la première limite, c'est que la sélection de ces fonds est assez opaque et que les résultats ne sont pas reproduisibles, donc il faut leur faire confiance et généralement quand une étude scientifique a cette conclusion qu'il faut leur faire confiance, c'est pas très bon. Le second biais est un biais de classement, c'est-à-dire quand les informations sont mal mesurées ou mal classées et ce qui peut fausser encore une fois les résultats. Et là, on a ce qu'on appelle le taux de survie, donc c'est le pourcentage de fonds existants en début de période qui sont toujours actifs en fin de période. Et là, sur les 1067 fonds que nous avons vus précédemment, seulement 520 fonds, soit moins de la moitié, 48,17% existent encore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des fonds étudiés, soit 547 fonds, n'existent plus. Et cela biaise forcément les résultats. On ne peut pas faire de comparaison de moyenne si la moitié des fonds n'existent plus. Donc pourquoi l'étude Spiva procède comme ça? Eh bien, ils disent pour ne pas fausser les résultats en ne gardant que les survivants. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les fonds survivants avec les fonds qui ont été liquidés et dans ces 1067 fonds, ils disent que la performance moyenne est de 12,38% par an sur une période de 15 ans. Donc la performance de ces fonds-là sont inférieures au S&P 500, donc il vaut mieux investir sur le S&P 500. Or, si on avait vraiment la performance des fonds survivants, donc les 520 fonds, quelle serait la réelle performance de ces fonds survivants? Eh bien, les données ne sont pas calculées. Pourquoi? Parce que sûrement, mon intuition me dirait que les fonds survivants réussissent à battre le S&P 500. Donc, quand ils disent « je ne veux pas fausser les résultats en donnant cette donnée », eh bien, ils faussent au final le résultat parce qu'ils ne disent pas vraiment la vérité au final. Et donc, c'est ça la conclusion, c'est que inclure des fonds liquidés fait baisser intrinsèquement la performance moyenne. Le troisième biais est un biais de confusion. Donc, c'est quand des facteurs extérieurs influencent la cause et ou la conséquence et ce qui fausse également les résultats. Donc là encore, on a le taux de consistance. Donc, c'est le pourcentage de fonds existants en début
début de période, ayant toujours le même style d'investissement en fin de période. Et là encore, sur 1067 fonds, seulement 604 fonds, soit un peu plus de la majorité, ont toujours le même style d'investissement, en sachant qu'il n'y en a que 520 qui existent encore. Donc la minorité ont changé de style d'investissement entre le début et la fin. Donc si on résume, on a une sélection de fonds opaques où on ne peut pas reproduire les résultats. Ils incluent des fonds qui ont été liquidés et en plus des fonds qui ont changé de stratégie en cours de route sur 15 ans. Pour dire que la moyenne de ces fonds ne bat pas le S&P 500, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Et enfin, nous avons le quatrième biais qui est un biais d'intérêt. Donc, est-ce que les résultats d'une étude sont influencés par des conflits d'intérêts, donc par exemple des financements? Et là encore, on voit très bien que l'étude SPIFA a été financée par S&P Global, celui qui crée l'indice S&P 500. Et donc, leur modèle économique, ils vendent des frais de licence à des émetteurs pour utiliser leur indice, par exemple BlackRock ou Amundi par exemple. Et donc, plus d'argent est investi dans les ETF, plus S&P Global peut augmenter ses frais de licence et donc ils peuvent plus gagner d'argent. Et donc, ils ont un intérêt clair et net financier à défendre l'idée que investir dans les ETF est mieux que créer son propre portefeuille d'actions. Donc, quand il y a un intérêt financier, il est difficile d'être objectif dans ses résultats. Et donc, à partir du moment où on peut dire qu'il y a un biais d'intérêt, S&P Global a comme pour mission de gagner de l'argent grâce aux ETF et donc il faut que leurs résultats aillent dans ce sens, quoique la vérité soit vraie ou fausse. Maintenant, on va répondre à la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de comparer un ETF avec un fonds? Et déjà, la première idée que vous devez avoir en tête, c'est que un ETF, c'est exactement la même chose qu'un fonds. C'est un produit financier. Et je vais vous donner deux exemples. Par exemple, on va avoir une gestion passive. Donc la gestion passive, c'est de répliquer un indice. Donc c'est comme on a pu le voir. C'est un indicateur qui mesure la performance d'un ensemble d'actifs. Donc le S&P 500, donc c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises françaises. Et ils vont travailler avec un émetteur. Donc c'est une société qui crée un produit financier. Donc on peut avoir un ETF S&P 500 et un fonds S&P 500. Et quand on compare vraiment, quand un ETF et un fonds utilisent la même stratégie, le même indice, eh bien la performance est similaire. Et quand ils utilisent par exemple une gestion active, donc là le but n'est pas de répliquer un indice mais de répliquer une stratégie. Donc là une stratégie c'est quelque chose d'un peu moins clair et net, c'est une sélection active de titres suivant une certaine stratégie on va dire. Eh bien là ils vont par exemple suivre low volatility, une stratégie momentum et là encore c'est la même chose. Donc on va avoir par exemple un ETF momentum, un fonds momentum. Et si un ETF momentum et un fonds momentum appliquent la stratégie qui est rigoureusement similaire, eh bien, à partir de là, si par exemple les frais de gestion sont les mêmes, eh bien, la performance sera similaire. Donc là encore, cette idée de dire que ETF est meilleur qu'un fonds, eh bien c'est complètement faux. Au final, la performance est similaire si les indices sont similaires et ou si la stratégie est similaire. Et la deuxième idée que je veux que vous reteniez, c'est que 90% des fonds actifs ne surperforment pas l'indice S&P 500, c'est ce qui est avancé, mais au final, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que 10% des fonds actifs surperforment l'indice S&P 500. Et donc, cela prouve bien qu'avec une très bonne stratégie, on peut battre le marché. Et donc, c'est ce que j'ai fait personnellement quand j'ai commencé à investir en bourse. J'ai regardé quelles sont les stratégies qui réussissent très bien et qui me permettent d'avoir une excellente performance. Et je me suis de suite basé sur la stratégie de Warren Buffett qui est d'analyser des entreprises. Donc, leur bilan comptable, leur flux de trésorerie, etc. Et on a pu remarquer que sur les 50 dernières années, donc c'est pas 3 années, c'est vraiment 50 dernières années, eh bien la performance a été de Warren Buffett de plus de 20% par an, en comparaison avec le S&P 500 qui a été de 10%. Donc lui, il a réussi à battre largement le marché. Et quand par exemple j'ai créé un portefeuille de 16 entreprises qui sont très bien diversifiées, d'entreprises saines dont la stratégie est de base de Warren Buffett, et bien là on a une performance depuis 2015, donc depuis le 1er janvier 2015, une performance de 24,68% par an, ce qui représente un capital multiplié par 9,48, ce qui est très très bon. Donc oui, on peut battre le S&P 500 avec une bonne stratégie et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que oui, vous pouvez le faire si vous avez la bonne stratégie. Si vous souhaitez devenir un meilleur sprinter, eh bien il vaut mieux s'entraîner comme Usain Bolt et il ne faut pas s'entraîner comme la moyenne des sprinters. C'est évident. Et donc on va répondre une dernière fois à cette question, est-ce que c'est une bonne idée d'investir en bourse avec des ETF, oui
ou non. Et donc pour répondre à cette question, nous allons réaliser une simulation statistique de plus de 10 000 scénarios de marché appelée simulation de Monte-Carlo, avec le portefeuille A où on investit à 100% sur l'ETF SP500 et dans le portefeuille B on investit, donc on crée un portefeuille, ce que j'ai pu vous montrer grâce à la méthode ALAR, et on va simuler ces données sur les 10 prochaines années. Donc voici les paramètres, on va partir, que ça soit dans le portefeuille 1 ou dans le portefeuille 2, on va partir sur un montant de 10 000 € pour chaque portefeuille. Comme on peut voir donc dans le portefeuille A qui est investi à 100% dans le SP500, la médiane de la performance sur les 10 prochaines années va être de 21 000 à peu près dollars. Et donc la fourchette, donc dans 80% des situations, vous aurez une performance de 10 000 $ à 42 000 $. Si on va un peu plus loin, on voit que le scénario médian, donc la performance moyenne annuelle serait de 8% par an, avec dans le pire des scénarios 0% par an et dans le meilleur des scénarios 15% par an, et la baisse maximale estimée sur les 10 prochaines années serait dans le scénario médian moins 28, dans le pire des scénarios moins 48 et dans le meilleur moins 18. Alors que si on crée un portefeuille d'actions d'entreprises saines très bien diversifiées comme on peut l'apprendre dans la méthode ALAR, et bien là, la performance médiane qu'on peut avoir est de 93 000 $, et dans 80% des situations, on sera entre 57 000 et 165 000 $. Le scénario médian, la performance moyenne estimée serait de 25% par an en moyenne, le pire scénario serait de 19% et le meilleur scénario serait de 32%. Et là, encore une fois, donc on est sur une performance qui est 2 fois meilleur que le SP500, et quand on regarde la baisse maximale estimée sur 10 ans, on remarque que le scénario médian est de moins 23%, donc on baisse encore moins que le SP500, pourtant là dans ce portefeuille on a investi seulement sur 16 entreprises en comparaison avec 500 entreprises, donc diversifié à l'excès comme on peut le voir, ça ne sert pas à grand chose, et dans le pire des scénarios on va être à moins 34%, et dans le meilleur des scénarios on va être à moins 18%. Donc comment on peut expliquer la différence entre ces deux performances? Eh bien pour moi il y a deux raisons. Une meilleure diversification, on privilégie surtout la qualité à la quantité, et il y a une autre raison, c'est on investit seulement sur des meilleures entreprises, tout simplement des entreprises qui sont saines, donc des entreprises qui sont très rentables et peu endettées et surtout régulières sur les 10 dernières années, en comparaison à des entreprises malsaines qui sont pas du tout rentables, qui sont très endettées et donc qui ont de plus grandes chances de vous faire perdre de l'argent que en gagner. Donc pour revenir sur ce côté de diversification, le principal problème du SP500 c'est sa surdiversification, et ça crée deux problèmes, une perte en performance. Quand on investit sur 500 sociétés, même si ce sont les plus grandes sociétés américaines, et bien dans ces 500 il y a des entreprises excellentes, il y a des entreprises mauvaises. Le fait qu'elles soient grandes ne veut rien dire, alors que dans la méthode ALAR, on prend 16 sociétés, ce sont toutes des sociétés excellentes. Et le fait d'investir sur 500 sociétés ne diminue pas le risque, comme on a pu le voir précédemment. Il y a deux grands risques en bourse, le risque spécifique et le risque systématique. Le risque systématique, c'est le risque qui est incontrôlable et que vous devez accepter. Donc c'est par exemple les droits de douane de Trump qui arrivent du jour au lendemain, tout le monde baisse de moins 20%, ben ça c'est quelque chose, c'est un risque systématique, vous devez l'accepter. Et le risque spécifique, donc c'est le risque que vous pouvez mesurer grâce au nombre de titres que vous avez en bourse. Donc quand vous avez un portefeuille d'à peu près 8 à 20 voire 30 titres, eh bien ce risque spécifique baisse, mais si vous avez plus de 30 entreprises, eh bien ce risque atteint une asymptote, c'est-à-dire que vous ayez 30 entreprises ou que vous ayez 500 entreprises, le risque spécifique baisse de façon marginale, donc cela ne sert pas à grand chose, et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des entreprises qui sont plus qualitatives que des entreprises en quantité. Et la deuxième raison, c'est d'investir seulement sur des entreprises qualitatives. Et donc, comment on peut les trouver? Personnellement, je réalise une analyse financière sur plus de 10 années. Donc, j'analyse le bilan comptable, les flux trésorerie de plus de 1600 entreprises chaque année. Et j'analyse donc sur les 10 dernières années afin d'émettre une note pour chaque entreprise. Et j'émets une note de 0 à 10, en sachant que moi, je n'investis seulement que sur des entreprises de 8,6 sur 10. Et quand on crée un portefeuille d'entreprises excellentes qui ont plus de 8,6 et que c'est très bien diversifié, eh bien, on arrive à avoir ce genre de performance. Donc, comme on peut le voir, la note moyenne de la note ALAR que j'ai pu donner du SP500 a été de 6,84 sur 10. Donc on est sur une note à peu près de 13 sur 20, ce qui est assez bien, mais ce n'est pas excellent. Alors que la note de la méthode ALAR, donc des 16 sociétés que j'ai sélectionnées, eh bien elle est de 18 voire même 19 sur 20. Donc là, on comprend tout à fait que si on a des meilleures performances économiques, eh bien on va avoir des meilleures performances en bourse de façon indéniable. Donc pour vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est une entreprise à 13 sur 20, voici l'exemple de FedEx.
Donc FedEx a eu une note de 6,84 sur 10 en moyenne entre 2014 et 2023. Sa performance annuelle a été de plus de 2% par an. Son dividende annuel est de 2,66%. Donc sa performance annuelle sur 10 ans a été à peu près de 4-5% par an. Et quand on regarde, donc son multiple c'est de 1,59. Et quand on regarde vraiment sa performance chaque année, donc voici à l'écran sa performance en bourse en comparaison avec sa performance économique, on voit très clairement que quand FedEx réussit à faire des meilleures années, eh bien sa performance en bourse augmente. Quand FedEx fait des moins bonnes années, sa performance en bourse baisse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous investissez seulement dans des entreprises qui sont excellentes, eh bien la performance en bourse ne va faire qu'augmenter, tout simplement. Et voici un exemple d'entreprise excellente, donc Mastercard, qui elle a une note moyenne de 9,35 sur 10, qui est l'une des entreprises les meilleures de mon analyse financière, on va dire, qui doit être dans le top 5, top 10, on va dire. Sa performance moyenne annuelle a été de 20% par an, avec un dividende de 0,59. Donc sa performance, quand on agrège ces deux notes sur 10 ans, est de 20,60% par an, donc ce qui représente un multiple sur 10 ans de x6. Et donc, comme on peut voir là, sa performance sur chaque année, entre 2014 et 2023, eh bien on remarque déjà de une, toutes les entreprises sont supérieures à 8,6, donc ça veut dire que c'est une entreprise saine, mais c'est surtout une entreprise qui est très régulière, et ça c'est ce qu'on attend en tant qu'investisseur, c'est essayer d'estimer le futur, et donc si on se base sur le passé, d'entreprises qui sont très régulières, on a de très grandes chances qu'elles continuent à être régulières. Et la seconde chose, c'est ce côté où, même si c'est une entreprise excellente, même si sa notation baisse un petit peu, eh bien on voit en bourse qu'elle baisse un petit peu aussi également, mais étant donné qu'elle est tout le temps excellente, elle performe beaucoup plus que par exemple FedEx. Donc, si vous investissez dans ce genre d'entreprise et si vous investissez dans chaque secteur, dans les meilleures entreprises, eh bien là encore, logiquement, vous allez avoir de très bonnes probabilités d'avoir des très bonnes performances, comme je peux vous le démontrer. Donc, je vais répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Est-ce une bonne idée d'investir en bourse avec les ETF? Non, pour moi. N'investissez pas dans les ETF. Il vaut mieux très largement construire son propre portefeuille d'actifs, parce qu'au moins on ne subit pas les choix de quelqu'un d'autre, on fait ses propres choix, et ça je trouve que c'est super important quand on investit son propre argent de faire ses propres choix. Et quand on apprend à bien construire un bon portefeuille en bourse, ça nous permet d'avoir deux avantages, donc comme on a pu le voir, une performance qui est augmentée, donc c'est le fait d'investir dans des entreprises qui sont saines, qui ont plus de 8,6 sur 10, donc des notations de plus de 17 sur 20, ça va vous permettre d'avoir des performances qui sont à peu près, on va dire, estimées de 2 fois mieux le S&P 500, si c'est pas plus, si c'est pas moins, c'est une estimation. Et aussi, également, et c'est ça qui est fou à entendre, c'est qu'on a un risque qui est diminué. Pourquoi? Parce qu'on arrive à mieux diversifier, à avoir une optimisation de sa diversification, et on investit seulement dans des entreprises qui sont saines, qui sont très rentables et peu endettées, donc qui ont très peu de probabilité de faire faillite. Et donc c'est pour ça qu'on a un risque qui est diminué. Si vous pouvez me dire que ça prend énormément de temps à mettre en place, que c'est ultra difficile, eh bien je peux vous répondre que pas du tout. Grâce à la méthode ALAR, étant donné que je vous donne accès à tous mes résultats, vous pouvez, si vous n'avez pas de capital en 10 minutes par mois en DCA, en dollar cost averaging, vous pouvez investir sur 1, 2, 3 entreprises et construire votre portefeuille de façon progressive, c'est tout à fait possible. Et si vous avez déjà un capital et que vous êtes prêt à l'investir immédiatement, en 2-3 jours, le temps de regarder toutes les entreprises que je propose, plus de 100 entreprises dans la méthode ALAR, eh bien vous faites votre sélection, vous construisez votre portefeuille, je serai avec vous pour bien l'aider, pour bien vous aider à bien le construire. Et en 2-3 jours maximum, vous aurez construit votre portefeuille et la seule chose que vous avez à faire, c'est de patienter durant les 10 prochaines années. Vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Donc ça vaut vraiment le coup de construire un portefeuille à votre image. Et donc quand on revient sur la performance A versus la performance B, donc le portefeuille A, portefeuille B, on voit très bien que le portefeuille A, si vous avez investi sur l'ETF S&P 500, votre performance médiane serait de 21 000, donc un fois 2,2 en 10 ans, alors que si vous investissez avec la méthode ALAR et que vous créez votre propre portefeuille, votre performance estimée serait de fois 9,3, ce qui est très largement mieux que le S&P 500. Donc oui, construire son propre portefeuille, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de le faire. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur comment construire votre portefeuille en bourse grâce à la méthode ALAR, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Et si vous êtes prêt à passer à l'action aujourd'hui et à rejoindre la méthode ALAR, eh bien vous cliquez sur le premier lien en description, vous rentrez votre adresse email, vous demandez votre accès à la méthode ALAR. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris plein de choses et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!